Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à HME Critique. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous savoir nombreux chez vous parce que nous partageons avec vous la même préoccupation. Nous voulons que notre société progresse et que les besoins fondamentaux, les besoins de base de la population soient satisfaits. Nous voulons un pays prospère, un pays riche, un pays où les hommes dignes et les femmes dignes vivent. Nous le voulons, mais pour y arriver, il faut que chaque situation qui se présente à nous, nous puissions l'analyser objectivement, que nous allions vers les personnes concernées par les bonnes réponses pour que nous comprenions les uns les autres les enjeux. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir l'un des savants qui nous reste encore dans ce pays, dans le domaine qui est le sien, parce que la question qui se pose, vous l'avez tous vécu, nous avons vécu pendant plus de 2 semaines ici avec des inondations partout. Le fleuve a quitté un peu son chemin habituel. Des maisons étaient inondées vers Kinsuka. Nous avons une cité du fleuve qui est encore totalement inondée. Nous avons des quartiers à Barumbu, à Kisasa, partout dans le pays, tout au long du fleuve. Il y a eu des inondations, phénomènes naturels certes, mais phénomènes quand même suffisamment alarmants pour qu'on puisse s'y pencher. Plusieurs hypothèses ont été élaborées, notamment la plus vraisemblable, celle du réchauffement climatique et du dérèglement. Est-ce que nous sommes prêts, nous sommes capables de réagir, d'avoir une réponse idoine face à ces catastrophes annoncées? Est-ce que le pays s'est doté d'une stratégie pour anticiper? Parce que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Nous sommes donc ici aujourd'hui avec l'un des savants de notre pays, le professeur Dieudonné Moussibono, qui est professeur d'université d'abord, docteur en sciences écotoxicologiques de l'université du Cap, là où il a eu sa thèse, professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, recteur de l'université Saint-Dominique à Kinshasa, toujours limité, mais surtout en cette qualité, conseiller spécial du chef de l'État en matière de l'environnement et du développement durable. Il a donc entre ses mains les clés de compréhension de ce que nous vivons aujourd'hui. Professeur Dieudonné Moussibono, merci d'être là, mais surtout, meilleurs vœux pour cette année 2024 qui commence. Merci beaucoup, pareillement. Vous êtes, comme je le disais, quelqu'un qui avait la parole rare, parce que vous passez votre temps dans l'analyse, dans les labos et dans les stratégies. Professeur, quelle est la situation, la dernière actualité que vous avez des inondations dans la ville? Sommes-nous encore en danger ou quelque chose a changé? Oui, merci beaucoup. Normalement, quand il y a des inondations, qui constituent d'abord un phénomène naturel, comme vous l'avez si bien dit, les inondations s'accompagnent de décrues. Ouais. Si la source n'est pas continuelle. Donc, comme ce sont des précipitations qui tombent du coup en abondance, cette masse d'eau-là, le cours d'eau principal ne sait pas la contenir. Elle déborde et évidemment, les zones basses sont les plus vulnérables parce qu'elles sont inondables. C'est ainsi qu'on a vu le long du fleuve, mais également les parties basses de la ville de Kinshasa, les eaux débordées parce que ce sont d'ailleurs des parties qui constituent des vieux lits du fleuve. Donc le fleuve... Passé par là. Oui, passé par là. Il y a peut-être 1000 ans, 2000 ans, 1 million d'années, ça passait par là. Bon, maintenant les gens occupent. Et quand le fleuve reprend son cours normal... Il va vers les chemins connus. Oui, c'est son chemin. Il a agressé, il se venge. Mais ce que vous dites là est important. Vous dites que effectivement les inondations viennent du fait que les pluies sont plus nombreuses, sont en abondance et que le lit ne parvient pas à contenir. Oui. Mais cette abondance de la pluviométrie, elle est due à quoi? Parce que quand même nous vivons depuis des années, nous connaissons à peu près ce phénomène. Qu'est-ce qui peut avoir augmenté la quantité de pluie? Oui, et merci beaucoup. Là, je vois là où vous voulez m'amener, mais je vous dis que c'est un phénomène naturel cyclique. Il y a de ces années où les précipitations sont fortes et provoquent des inondations, pas seulement au Congo. Oui, non, c'est dans les récemment, depuis le mois de novembre, ça a pris 2 mois en France, dans les pas de Calais. Il y a eu des inondations avec des dégâts
conséquent, déplorable. En Australie, même au Niger, en Afrique, on a en Californie, aux États-Unis, c'est un peu partout. C'est un phénomène naturel qui est cyclique. Aux Pays-Bas, en 1753, ils ont connu des inondations mortelles. En 1953, ils ont encore eu. Et avant cela, en 1553, donc un cycle de 200 ans chez eux. Chez nous, c'était, d'après ce que les gens racontent, moi je n'étais même pas encore né, en 1951, on a eu des inondations ici aussi. Maintenant, ça se reprend, ça se reproduit, donc c'est un cycle naturel. Alors, aujourd'hui, quand on veut rattacher rapidement cela au changement climatique, c'est le fait que les activités humaines amplifient ces phénomènes-là, accélèrent et l'amplifient. De quelle manière? Vous savez, quand l'eau s'évapore, notamment à partir des océans, la vapeur d'eau va dans la haute atmosphère, elle se solidifie. Elle est sous forme de glace. D'ailleurs, on peut voir les nuages. C'est la forme solide. Mais maintenant, quand l'atmosphère se réchauffe, la glace fond. Cette glace-là fond et les précipitations tombent en abondance. Ici, c'est la pluie chez nous. Mais récemment, c'était en Norvège, la neige. Ils ont vu des chutes de neige qu'ils n'ont jamais connues. Mais en interrogeant leur histoire, ils ont vu ce phénomène, un phénomène répétitif, cyclique. Donc, c'était pas... Donc, le raccordement de ces inondations au réchauffement climatique est frauduleux, à votre avis, pour aujourd'hui, pour Kinshasa, pour la ville, pour le Congo? Je pense que c'est un peu précipité dans la mesure où nous n'avons pas de données scientifiques qui établissent des corrélations directes entre les changements climatiques et l'abondance de ces précipitations. Merci, professeur Moussoubonno. Nous allons suivre une petite image. Nos confrères d'Africa News ont illustré un tout petit peu cette question d'inondation quand vous parlez des lits du fleuve, que les fleuves reprenaient sa route naturelle, même si elle est occupée par des hommes. Ici, nous avons vu des hommes aussi reprendre la pirogue pour pouvoir rouler sur des routes. Nous allons suivre cette petite image, ce reportage de nos confrères d'Africa News. Alors que le fleuve Congo déborde de ses rives, de graves inondations se propagent dans de nombreux quartiers de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Si ce phénomène n'est pas nouveau, l'ampleur des récentes inondations, elle, est sans précédent. Le fleuve le plus profond de la planète a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 60 ans. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est la deuxième fois après les inondations de 1961. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi dramatique qu'aujourd'hui. Car maintenant, plus de maisons ont été touchées. Au moment où les précipitations sont 2 fois supérieures à la moyenne enregistrée entre 2022 et 2023, les rues du quartier Pompage à Kinshasa ressemblent désormais à des cours d'eau où les résidents se déplacent en petites embarcations. Par ailleurs, l'absence d'intervention de l'État dans ces quartiers populaires suscite des critiques de la part de certains citoyens. Nous n'avions pas le choix, alors nous avons rapidement construit une pirogue pour nous permettre de traverser, ce qui nous a pris près de 3 jours. Nous avons constaté que le niveau de l'eau a diminué, mais se déplacer reste un défi. Cette crue historique qui intervient après des pluies exceptionnelles a causé la mort de près de 300 personnes au cours des derniers mois en RDC. Et en République du Congo voisine, au moins 17 personnes sont mortes dans les inondations, selon les autorités. Voilà, c'est une illustration de ce que nous avons vécu et nous continuons peut-être à vivre encore dans cette partie de la capitale. Professeur, vous êtes
le conseil spécial du chef de l'État. Principal. Conseil principal. Hein? Bon, principal et spécial, hein? C'est différent. Je fus spécial. Ah, d'accord. Après les situations. Parce que quand je vous ai reçu il y a quelques années, hein, avec notre ami Paul Amar, vous étiez spécial. Oui. Maintenant, vous êtes principal. Bon, la nuance et les détails, ou bien c'est une question simplement de rhétorique? Non, c'est le même travail, mais des positions différentes. Ah, Un d'accord. conseiller spécial se rapporte directement au chef de l'État, alors qu'un conseiller principal dépend d'un collège qui est au cabinet. Ok, d'accord. Alors, nous avons suivi le président de la République, pour lequel d'ailleurs nous vous félicitons pour sa réélection, parce que vous êtes de ceux-là qui l'ont soutenu, et nous l'avons vu, nous l'avons lu. Le président a parlé des 6 piliers dans sa nouvelle politique pour son deuxième mandat. Mais j'ai quand même remarqué, à moins je me trompe, que dans ces 6 piliers, le président n'a pas du tout parlé du climat et de l'environnement. Est-ce que c'est un désengagement de sa part? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi alors le président n'a pas fait de la question climatique et de la question de l'environnement un des piliers majeurs de son deuxième mandat? Oui, je pense que peut-être vous aviez voulu qu'il parle, qu'il dise clairement, oui, en prononçant le mot environnement. Quand il parle de la justice climatique par rapport à la RDC Pays Solutions, ça c'est le climat. Donc quand on parle aujourd'hui de la RDC Pays Solutions, c'est par rapport au changement climatique, parce que nous sommes le deuxième puits de carbone tropical après le Brésil. Et donc il en a parlé. Mais les détails, ce n'est pas dans un discours de 30 minutes, non. Mais ce n'est pas en tout cas un pilier. Non, parmi les 6 piliers. Ah, d'accord. Il a parlé d'assainissement également, ça c'est l'environnement. Donc il en a parlé. Alors, dans ces conditions-là, parce que d'ici 2028, ce sera la fin de son deuxième mandat, nous serons à peu près à 2 ans d'un délai de 2030, et notre pays s'est engagé, je me rappelle bien au pacte de Glasgow, le pays s'est engagé à utiliser 30% de son territoire pour la protection de la biodiversité, à restaurer 8 millions d'hectares de terres dégradées et à faire un certain nombre de choses. Est-ce que vous pensez que nous pourrions relever ces défis? Est-ce que nous sommes déjà dans le bon? Parce que déjà, avec tout ce qu'il y a comme difficulté, est-ce que nous allons relever les défis? Oui, je pense que quand on tient compte de différents paramètres, on peut relever les défis dans la mesure où la volonté politique y est. Mais la volonté ne suffit pas, il faut un engagement ferme, il faut que des gens se mobilisent. Mais le ministère de l'Environnement qui est en charge de ce portefeuille-là devrait être plus actif pour que ces déclarations ou cette politique-là deviennent une réalité. Il faut savoir concrétiser ce qu'on veut. Et donc, à mon avis, c'est possible. 5 ans, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup quand on travaille. Oui. Mais ça peut passer très vite quand rien n'est fait. Quand on somnole, on se retrouve le matin. Professeur, mais 30% du territoire pour la biodiversité, ça signifie en réalité nous acceptons de n'exploiter pour notre vie au quotidien, notre production, que les autres parties. Est-ce qu'on a déjà identifié les parties à préserver? Est-ce que simplement les forêts? Est-ce que les autres? Quelle est la cartographie de cette biodiversité à préserver? Très bonne question. Je crois que là, c'est la difficulté, la première difficulté que nous avons. Quand vous conseillez les aires protégées actuelles, ça représente plus ou moins 15%. Oui. Il faut encore ajouter 15%. Et là, il faut un plan d'aménagement pour identifier lesquelles des zones constituent des sanctuaires de la biodiversité à protéger. Mais il y a également les têtes de sources. Par exemple, les têtes de cours d'eau devraient être protégées parce que si, au dénu de la tête de source, on va affecter les débits de cours d'eau et en aval, les gens auront des conséquences inacceptables. Vous n'aurez plus suffisamment d'eau et les activités vont en pâtir. Donc, il faut un plan d'aménagement du territoire. Nous n'en avons pas et je pense qu'en malgré la loi qui a été mise en place sur l'aménagement du territoire, malgré un ministère d'État pour l'aménagement du territoire, on n'a pas encore ce plan. Non, parce que la loi peut exister, mais sa mise en application pose problème. Il y a beaucoup de lois que nous avons qui n'ont pas d'application parce qu'il n'y a pas
d'arrêté d'accompagnement de la loi. Professeur, Je prends le code forestier depuis 2002. oui. Mais son application n'est pas efficace parce que les lois d'accompagnement, disons les arrêtés d'accompagnement n'existent presque pas. Il y a un grand retard. Dieu merci, la semaine passée, Madame la ministre d'État à l'Environnement a organisé un atelier sur la gestion de nos forêts. Je pense que... Qui a soulevé un grand tollé. J'ai vu que la plupart des experts en la matière, surtout les ONG, n'étaient pas d'accord avec cette organisation. Moi, je n'ai pas un point de vue à donner là. Parce que... Là, c'est les politiques qui se réservent. Mais professeur, maintenant je pose la question, professeur, en espérant que cette fois-ci vous n'aurez pas des réserves. C'est la conviction du professeur d'université. La question environnementale, la question climatique, la question de... Ces questions sont relativement nouvelles dans la plupart des gouvernances. Est-ce que vous avez l'impression que notre écosystème politique est favorable ou sinon est perméable à cette notion? Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce que, à la limite, est-ce qu'on vous comprend? Parce que vous écoutez, je crois qu'on vous écoute, on vous respecte, mais est-ce qu'on vous comprend? Est-ce que pensez-vous que le système politique congolais s'est mis je peux dire, au niveau de comprendre l'enjeu? Parce que quand nous lisons la plupart des rapports, la plupart des experts, ils sont pratiquement presque en étouffement d'indignation, parce qu'ils se disent que mais rien ne se fait dans ce pays, on ne comprend pas l'urgence climatique, on ne comprend plus rien, les réunions se tiennent, nous n'arrivons pas à faire ce que nous devons faire. Alors je demande, les plus avancés dans la structure de l'État en la matière, c'est vous. Est-ce que nous avons une culture qui peut comprendre ça? Est-ce que nos politiques comprennent la question environnementale? Merci beaucoup. Vous savez, la question environnementale, c'est une question existentielle. Et pour nous et pour les générations futures. Quand nous la bâclons, nous compromettons l'avenir des générations futures. La RDC est l'un des premiers pays au monde qui avait compris l'importance de l'environnement pour créer d'abord un commissariat général qui était attaché à la présidence, puis un ministère depuis 1975. Depuis lors, c'est comme si on a construit un squelette, mais on n'a pas mis les muscles. Oui, oui. Donc ça bouge ni pas. le sang, ni rien du tout. Je vais l'illustrer par le fait que gérer rationnellement l'environnement obéit à des directives et des normes. Nous n'en avons pas, on n'en a pas. On n'a pas de normes environnementales opposables à toutes les parties. Alors comment allons-nous gérer de façon intelligente notre environnement? Et nous ratifions les conventions, les traités, les protocoles, mais les accords par rapport à l'environnement. Leur niveau d'application souffre. Pourquoi? Parce que ces derniers ne sont pas vulgarisés au niveau de la base. Je prends un exemple très simple. J'ai publié un article dans une revue canadienne sur ça. Le niveau d'application de la convention CITES en RDC. Mais c'est nul. Pourquoi? Parce que un chasseur qui est habitué à tuer des espèces phares par exemple les bonobos, parce qu'il mange la chair du bonobo, on vous dit que c'est une espèce à protéger. Lui, il ne peut pas informer. Il va à la chasse, il tue les bonobos, il mange. En quoi votre conservation serait efficace quand les acteurs à la base ne sont pas Informés. Donc, ce sont ces déficits-là qui posent problème. Nous allons rester sur la question un peu de ces inondations parce que, comme vous l'avez dit, il faut qu'à la base, l'on comprenne qu'il existe des normes qui devraient nous tous nous régir pour pouvoir faire face aux catastrophes naturelles. Oui. Nous allons suivre ce reportage de nos confrères de Chine, hein, donc toujours sur le Congo, parce que des centaines de familles ont fui leur logement inondé dans certains quartiers de Kinshasa. Nous suivons cela. Du quartier Pompage à Kinshasa tentaient de récupérer leurs biens de valeur alors que les inondations ont dévasté la région. Ces inondations ont contraint nombre d'entre eux à se déplacer vers d'autres zones, mais des habitants vivant le long du fleuve Congo n'ont nulle part où aller. Tous ceux qui avaient la possibilité de quitter cette zone sont partis, mais nous restons ici parce que nous sommes au chômage et que nous n'avons pas les moyens de partir. Nous souffrons vraiment ici. J'ai 5 enfants. Mon voisin est également resté avec son épouse et ses enfants dans leur maison inondée.
En décembre de l'année dernière, de fortes pluies ont provoqué une montée importante du niveau du fleuve Congo, avec des déversements dans des zones résidentielles. Beaucoup de maisons et de magasins sont submergés. C'est ici que nous gagnons notre vie. Nous avons des femmes et des enfants. Mais nous avons perdu notre travail. Nous demandons à notre président de nous aider. Les inondations ont endommagé de nombreux biens et fait craindre la propagation de maladies transmises par l'eau. Il y a à peine 2 mois, toute cette zone était une terre aride sur laquelle les gens vendaient de la nourriture et du charbon de bois. Mais les fortes pluies ont provoqué des inondations massives et détruit la vie de nombreuses personnes. Selon les autorités congolaises, le niveau d'eau du fleuve Congo a atteint 5,9 mètres, ce qui est proche de la crue historique de 1961. Le fleuve Congo est le plus grand fleuve de notre pays et il est alimenté par toutes les sources d'eau. Les cours d'eau de régions comme Kisangani, Bandundu et Tanganyika se déversent dans le bassin du fleuve Congo. C'est pourquoi son niveau a augmenté de manière significative. Le gouvernement a exhorté les habitants à quitter les zones inondées mais n'a pas encore mis en place de centres d'accueil. La population compte donc sur le soutien des familles et des amis. Plusieurs milliers de personnes ont été touchées par les inondations à Kinshasa et dans la ville de Mbandaka dans le nord-ouest du pays. Les inondations sont fréquentes en RDC pendant la saison des pluies qui s'étend de septembre à mai. Voilà, professeur, vous avez entendu l'un de nos compatriotes dire que nous attendons du gouvernement, du président qui vient nous sauver dans la situation où nous nous retrouvons. Évidemment, à partir du moment où il n'y a pas de normes communes qui s'imposent à tous, à partir du moment où nous avons des difficultés par rapport à l'existence même de ces stratégies, que peut faire le président ou qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez certainement été interpellé par ça. Qu'est-ce qui a été fait pour ces compatriotes jusqu'à aujourd'hui encore dans la difficulté? Merci beaucoup. Je crois que les catastrophes naturelles, on ne les gère pas parce que cela arrive. Non, il faut les prévenir. Dans certains pays, il y a des agences qui gèrent les catastrophes naturelles parce que la réponse doit être spontanée. Donc, aussitôt ou instantanée, aussitôt vous avez les inondations, disons, mortelles, aussitôt il y a une réponse. Mais chez nous, il faut toujours créer une commission qui va intervenir pour secourir. Mais nous savions tout ça, nous savions que ça peut arriver tout ça. Justement, c'est ça, c'est là où il voudra en arriver. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire. À la demande du chef de l'État, ils sont intervenus. J'ai vu le ministre des Affaires sociales et Solidarité et Action humanitaire intervenir. Bon, mais la réponse par rapport au nombre et à la quantité de dégâts subis, la réponse est insignifiante. Mais la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. On ne va pas inventer des solutions là où les moyens sont limités. Le vrai problème, c'est prévenir ces cas. Oui. S'il y avait un plan d'aménagement des territoires et d'occupation des terrains, il y a des endroits où on ne pourrait pas lotir. Là, on ne peut pas lotir. Voilà. La cité du fleuve ne peut pas être construite là-bas. C'est un sujet sur lequel nous allons vraiment revenir, parce que j'ai vraiment regardé ce sujet-là comme illustration de la difficulté, mais parce que c'est des maisons qui ont été construites. Ça veut dire que quand on construit une maison dans une zone quand même à risque, bon, on se protège en prenant des assurances. On se dit, bon, en cas où la catastrophe survient, je suis assuré. Voilà. Alors, nous avons demandé à une maison d'assurance locale ici, si elle avait pu, d'une certaine manière, assurer les maisons qui sont sur le long du fleuve, assurer même la cité du fleuve. Est-ce que, quand nous construisons nos maisons, est-ce que nous prenons l'assurance construction? Est-ce que nous assurons nos maisons en cas d'incendie, en cas d'inondation? Et voici la réponse qui nous a été donnée par un opérateur des assurances. D'entrée de jeu, je voudrais déjà m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui ont été victimes de ces catastrophes naturelles. Et parce que malheureusement, il y a eu des victimes, il y a eu des morts, et que nous déplorons tous. En toute sincérité, je m'incline devant la mémoire de ces personnes.
pour revenir sur la question de l'inondation, qui, sur le plan assurantiel, s'inscrit dans les risques des catastrophes naturelles. Il faut dire que c'est ici en RDC particulièrement un problème d'intérêt public, parce que la RDC naturellement est un pays sur, aujourd'hui, si je ne m'abuse, certains experts en assurance, notamment en réassurance, indiquent que nous avons sur les 26 provinces, 24 provinces qui sont des zones bleues, au moins en termes d'inondation. Les zones bleues, c'est la coloration des 3 catégories de zones inondables. Vous avez les zones blanches où il n'y a pas de risque d'inondation, des zones bleues et des zones rouges où les risques d'inondation sont très élevés. Alors, en tant qu'assureur, naturellement, j'inviterai tout le monde, tous ceux qui ont un intérêt assurable, à venir vers les assureurs pour prendre une assurance. Et le faire serait pas mauvais. En réalité, c'est un risque qui est accessible aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Pour les particuliers, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est accessible. C'est surtout quand on subit des dégâts. Après le sinistre, on se rend tous compte que l'assurance aurait coûté beaucoup moins cher. Donc les particuliers devraient s'assurer, comme toutes les entreprises. Nous, heureusement, chez Reçu, nous sommes arrivés à quand même déployer, grâce à nos commerciaux, grâce à notre réseau de distribution, nous avons quand même eu l'avantage d'assister des entreprises qui ont été victimes. Malheureusement, très peu de particuliers sont venus vers nous pour être assurés, mais les entreprises qui ont eu l'avantage de s'assurer contre les inondations et qui en ont été victimes ont été assistées et ont été bien assistées. C'est-à-dire que nous avons pris en charge tous les dommages qui ont été causés par malheureusement ces crues et qui ont débordé sur des inondations pour jusque dans les villes, pour tout ce que nous regardons, tout ce malheur que nous assistons actuellement. Voilà, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à tous ceux de nos compatriotes qui construisent on nous a parlé des zones bleues, ça signifie des zones, sur 26 provinces, il y en a 24. Donc, mais je crois que le quartier Kinsuka et celui que nous allons voir bientôt, c'est des zones rouges. Ça peut arriver à n'importe quel moment, il suffit seulement qu'il y ait une pluie qui dure un peu plus longtemps. Professeur, il y a une question de mobilisation des ressources. Vous voyez, ici, l'assurance peut intervenir. Encore faut-il que vous ayez une police d'assurance. L'État peut intervenir, mais l'État n'a pas les moyens qui correspondent au niveau des dégâts. Mais il existe dans le monde quand même, en ce qui concerne les questions climatiques, des fonds dont on parle beaucoup, des fonds importants sur l'environnement, sur le climat. Il est reproché à notre pays, à votre gouvernement et peut-être pourquoi pas à tous ceux qui dirigent, de ne pas avoir développé des capacités de mobilisation des ressources, que nous n'avons pas suffisamment investi pour aller capter ces ressources et les amener dans le pays. Pourquoi? Alors que ça existe dans le monde et nous sommes éligibles à ce genre de ressources. Oui, bon, là, je souris un peu parce que la réponse est simple. Pour pouvoir écrire un projet bancable que les partenaires vont soutenir, il faut en avoir la capacité. Normalement, on devrait disposer des équipes d'experts, disons pluridisciplinaires, qui réfléchiraient sur des projets nationaux bancables. La grande faiblesse que nous avons, c'est que nous n'avons pas de... ça serait la responsabilité de qui? Du conseiller, du président, du Premier ministre? Non. Bon, je prends le cas des États-Unis. Là, oui. Ce sont les privés qui le font, mais qui vendent leur stratégie au gouvernement. Dans d'autres pays, ce sont les cellules d'études dans les différents ministères spécifiques. Donc, au lieu de mettre comme expert dans une cellule d'études un cousin qui n'a aucune expertise, il faut rechercher les compétences. Les vraies compétences, vous les mettez là-bas pour qu'elles réfléchissent sur les solutions
à apporter. Donc nous avons la possibilité de capter et de capturer ces ressources. Oui, mais il n'y a pas de projet Il n'y a bancable. pas de projet bancable parce que Exactement. l'expertise est négligée. Oui. Alors, professeur, vous êtes les plus avancés dans ce combat. Votre combat pour que l'expertise nationale soit entendue, vous le faites où et avec qui? Bon, c'est une bonne question. D'abord, vous savez bien, comme enseignant, j'ai Oui. mes disciples, j'ai formé beaucoup de jeunes docteurs. On constitue un groupe de travail et je suis fier de ce qu'ils font. Mais à ce niveau-là, nous travaillons de façon, je peux dire, un peu artisanale, dans la mesure où il n'y a pas d'appui, il n'y a rien. Et puis, pour le fonds dont vous avez parlé, ce n'est pas un individu qui le demande. C'est l'État oui. qui demande. Parce que l'État parti, c'est l'État responsable qui peut demander ces fonds-là, qui a accès à ces fonds. Mais le ministère de l'Environnement devrait quand même être une des bases. Normalement, le ministère de l'Environnement devrait disposer d'une cellule d'études formée d'experts de haut niveau pour lui donner des projets bancables. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au contraire, dans notre pays, on constate que quand vous avez une expertise, on vous marginalise. Je ne comprends pas c'est quelle logique. Donc, au lieu que les gens viennent vers vous, ils vous combattent. Ce qui n'est pas une bonne chose. Non, on ne peut pas avancer dans ces conditions-là. Le cas le plus illustratif de cette contradiction dans laquelle nous vivons aujourd'hui, entre notre désir de confort, notre désir de progrès, et en même temps, je n'appelle pas ça inconscience, mais quand même, notre négligence par rapport au contexte. Le cas le plus illustratif, c'est le cas de la cité du fleuve. Oui. Et dans cette ville ici, tous nous avons rêvé d'avoir une maison à la cité du fleuve, et c'était devenu presque un acte de promotion sociale. Beaucoup de gens ont investi, ont vendu des maisons en Binza, ma campagne, à Limité, partout pour aller acheter à la cité du fleuve. On se rappelle que des députés, des ministres, des anciens premiers ministres sont logés là-bas. Aujourd'hui, la cité du fleuve est totalement inondée, et c'est l'expression même de cette impuissance généralisée. Nous allons suivre ce reportage qui a été accompli par nos confrères de Biwan, où le ministre de l'Urbanisme s'est prononcé pour une éventuelle relocalisation de la cité du fleuve. Suivons. La cité du fleuve serait-elle en voie d'être délocalisée suite aux crues exceptionnelles du fleuve Congo sur ce quartier UP de Kinshasa? C'est la question posée après l'ampleur des dégâts constatés par le Premier ministre qui s'était rendu sur ce site lundi dernier en compagnie du ministre de l'Urbanisme et Habitat et de son collègue des Affaires foncières, Sylvestre Ilung-Kamba, a ordonné des travaux en urgence pour éviter encore des probables inondations pendant cette période des pluies diluviennes qui s'abattent dans la ville de Kinshasa. Le constat est très amer et l'image contraste avec la beauté de cette cité coquette, tant admirée par la population quinoise. Jamais l'on pouvait s'attendre à un tel spectacle malheureux. Préoccupé par cet état de catastrophe dû aux crues exceptionnelles du fleuve Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga, accompagné du ministre de l'Urbanisme et Habitat et de son collègue des Affaires foncières, se sont rendus dans ces quartiers UP frappés par les inondations pour constater l'ampleur des dégâts et arrêter aussitôt des stratégies d'urgence afin d'éviter l'engloutissement de la cité du fleuve par ces désastres naturels, conséquences des pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale. Le gouverneur se prévoit, c'est pour ça qu'il était là. Il s'est rendu compte du degré de la gravité de la situation. Il nous a prodigué beaucoup de conseils. Nous sommes en train de travailler. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous allons arriver à trouver des solutions qu'il faut pour que cette situation cesse. Parce que cette situation est créée par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Et avec le changement climatique, si on n'y prend pas garde, nous risquons de perdre des quartiers entiers de la ville de Kinshasa. Pour Pius Mwabilou, il est donc temps de prendre ensemble des mesures thérapeutiques à même de limiter les dégâts éventuels dans ces secteurs importants de la vie sociale. D'où il envisage même la délocalisation de ces quartiers qui serait l'une des solutions immédiates. Nous allons essayer de répertorier. Professeur,
vous êtes rendu compte que c'est il y a 2 ans déjà, la cité du fleuve avait commencé à avoir un début d'inondation. Le premier ministre de l'époque est descendu sur terrain. Une décision, ou en tout cas une option a été levée, qu'on examine rapidement comment on peut relocaliser cet endroit. Mais 2 ans après, rien n'a été fait. Et je crois que la régie va trouver les images. Parce qu'aujourd'hui, c'est pire qu'il y a 2 ans. Ça a été totalement inondé. Et pour y accéder, il a fallu avoir une pirogue. Est-ce que c'est une bonne gouvernance? Est-ce que c'est comme ça que l'on doit gouverner? Bon, merci beaucoup. D'abord, je me pose une question à moi-même. Normalement, un projet comme celui-là devrait être précédé par une étude d'impact environnemental et social dans le choix du site. Et cette étude-là devrait être accompagnée par un plan de gestion environnementale et sociale. Quelles sont les solutions préconisées dans ce plan de gestion-là par rapport à ces inondations? Puisque gouverner, c'est prévoir. En environnement, il faut prévenir les défis et non les subir. Bon. Donc je suppose qu'ils avaient, avant d'autoriser l'occupation du site, d'abord effectuer l'étude d'impact environnemental et social et puis élaborer son plan de gestion. Mais que dit ce plan-là? Si on ne l'a pas fait, c'est une grosse erreur. Si on l'a fait, quelles solutions ils avaient préconisées en cas d'inondation? Parce que c'est quand même une zone bleue. C'est une zone à risque. Donc à risque d'inondation. Mais c'est justement là où il y a un vrai problème. C'est là où, au début, vous m'avez déconseillé de faire des raccourcis pour aller vers les réchauffements climatiques. Mais là, on est obligé de le faire parce que moi, j'avais fait effectivement des reportages au début de la mise en place de ces sites. Les sites qui a été tirés, dont on a tiré les sables du fleuve, on en a fait un fonds foncier. Et à l'époque, la question a été posée, et comment on fait avec les eaux du fleuve? Selon les études que nous avions vues à l'époque, ils avaient dit que les niveaux qu'a atteint les fonds fonciers étaient supérieurs au niveau du lit, et que même s'il y avait débordement, ils avaient mis déjà même presque une forme de parapet pour pouvoir que le fleuve ne pouvait pas déborder vers le site. Alors c'est comme ça que certaines théories estiment que non, c'est effectivement lié au réchauffement climatique parce que là ils ne pouvaient pas le calculer à l'époque. Non. Une catastrophe naturelle, comme je l'ai dit, elle est innée, elle peut être cyclique ou spontanée. C'est la nature qui décide. Aux Pays-Bas, je vous l'ai dit au début, quand il y a eu des inondations mortelles en 1953, plus de 2000 morts et disparus, avec des dégâts matériels importants, le pays a décidé de construire une barrière d'écluse dans l'estuaire là-bas, de telle sorte que quand il y a montée d'eau, les écluses les renvoient vers la mer. Ici, on pouvait prévoir les écluses pour envoyer vers le fleuve. Mais qui va financer ça? Mais ça a pris énormément de millions. Hein? Les gens ont acheté ces appartements à prix d'or. Mais est-ce que le promoteur a pensé à prévoir les écluses en cas d'inondation? Non. Donc finalement, ça apparaît comme une forme d'escroquerie, à la limite. Je ne voudrais pas dire cela, mais une sorte de négligence. Généralisée, parce que... Une négligence. Alors l'hypothèse d'une relocalisation, évoquée déjà il y a 2 ans par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, 3 ans même, il y a 3 ans, cette hypothèse était simplement politicienne ou bien elle est envisageable encore aujourd'hui? Délocaliser la population de la cité du fleuve veut dire leur construire un quartier au moins semblable ou voire plus. Parce que généralement, quand il y a une délocalisation involontaire, il faut que les nouveaux quartiers soient de niveau supérieur pour éviter les regrets d'avoir abandonné son ancien quartier. Mais qui va financer? C'est les promoteurs. Est-ce qu'il est prêt à le faire? Je ne crois pas. Donc, je crois que les gens ont exprimé un vœu pieux
mais dans le concret, ils ne vont pas réaliser. Que va-t-il se passer alors? Les gens vont rester, parce qu'ils n'ont peut-être pas souvent d'autres endroits pour aller, ils vont rester dans cette zone bleue en attendant la prochaine crue du fleuve qui va peut-être les emporter. Qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à l'État? Je sais que d'ici peut-être 15-20 ans, la cité sera abandonnée. Ils vont chercher à aller ailleurs. Parce que les eaux ne vont pas s'arrêter. Le phénomène va s'amplifier. Va s'amplifier. Oui. Professeur, nous allons aller vers la fin de cette émission. C'est tellement beaucoup de choses. Mais nous revenons un peu au chef de l'État pour pouvoir vous demander, dans la perspective de son nouveau mandat, qu'est-ce qu'il compte réellement mettre en place pour les questions environnementales et climatiques? Comment voyez-vous ce mandat sous l'angle climatique et environnemental? D'abord, vous savez, nous avons le président Félix, il est écophile, c'est-à-dire il aime les questions environnementales. Et la RDC comme pays solution, nous avons deux réponses par rapport à cela. La première, c'est de conserver de façon responsable le couvert végétal que nous avons. Mais le deuxième, c'est d'accroître ce couvert-là grâce au reboisement, à l'agroforesterie communautaire qui est d'ailleurs prévu dans les codes forestiers. Mais malheureusement, qu'on néglige, alors qu'on devrait transformer notre pays en un grand poumon tropical, ce qui réduirait les problèmes d'effet de serre. Oui, les gaz à effet de serre, leur concentration dans l'air. Bon, donc, il a le souci que le pays joue effectivement son rôle de pays solution en s'appuyant sur ce que je viens de dire. Mais il y a beaucoup de choses. Vous l'entendez dire qu'il faut des voitures électriques. Mais c'est une contribution très remarquable par rapport au changement climatique parce que vous allez réduire l'utilisation de combustibles fossiles, les carburants. Et donc vous réduisez les risques de réchauffement climatique par rapport à la source congolaise. Malheureusement, comme c'est un phénomène mondial, les émissions produites peut-être aux États-Unis ou en Asie, en Australie, peuvent se retrouver ici. C'est ça, c'est un vase communicant. Donc, c'est dynamique, c'est pas statique. Ce qui fait qu'il faut une solution globale, et, disons une solution locale dans un contexte global. Professeur, une dernière question avant que vous ne puissiez prendre la parole pour clôturer. Question de curiosité. On a parlé il y a quelques années des tourbières. Oui. On a dit que le Congo, c'est encore un scandale. Oui. Ces pays renferment tout. Il y a des choses que l'on découvre. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas le même niveau d'information, pouvez-vous nous en parler un tout petit peu? C'est quoi les tourbières et surtout, ça représente quoi dans le cadre du combat que le pays fait par rapport à l'environnement, aux questions climatiques? Oui, merci beaucoup. Les tourbières sont des écosystèmes, enfin des micro-écosystèmes particuliers. C'est très savant ça. Hein? C'est savant ce que vous dites là, diminuer un peu, vulgariser un peu. Ce sont des ensembles, des sous-ensembles naturels. Donc des forêts, de la terre, de l'eau, c'est quoi? Non, c'est mixte. C'est mixte. Ah, donc c'est tout. Oui. Ce qui fait qu'on appelle tourbière, d'abord c'est une zone humide qui a une forte concentration de dioxyde de carbone. Donc, elle emprisonne beaucoup de dioxyde de carbone en dessous. C'est ça les tourbières. Donc, on cache le carbone en dessous. Alors, par rapport au changement climatique, les tourbières ne séquestrent pas. Mais les tourbières gardent ce qui existe déjà. Donc une bombe à retardement. Imaginez un seul instant que les tourbières soient dégradées, qu'on relâche le dioxyde de carbone qui est gardé. Mais la Terre se réchaufferait très rapidement. Ça serait une catastrophe. Donc c'est une forme de, pour parler de manière un peu vulgaire, c'est des prisons pour le CO2. Oui, ce sont des prisons. On emprisonne les CO2 dans le sol et tout ça. C'est la nature qui les emprisonne. C'est la nature qui emprisonne pour pouvoir un peu lutter aussi contre le réchauffement. Dieu merci. Alors, quelle est l'ampleur de ce phénomène dans notre pays? Mais nous sommes un pays riche en tourbières. La plus grande est celle
de Bikoro là-bas, dans la province de l'Équateur, qui représente 3 ans des émissions mondiales. Donc, vous voyez, les émissions mondiales de dioxyde de carbone sont capturées. L'équivalent est conservé là-bas. Donc imaginez que du coup on relâche. Donc pour que nous puissions aider les questions climatiques, il faut que l'on puisse conserver les tourbières, ne pas les dégrader. Est-ce que nous avons une politique dans ce sens-là? Bon là, les idées sont là, mais la politique formelle n'est pas encore là. Pas encore. Donc le mandat du président de la République, c'est deuxième mandat, s'il doit être environnemental, il doit être concret, il doit aller vers des politiques publiques concrètes, on doit quitter les vœux pour aller dans des actions. Est-ce qu'il y a-t-il une structure qui manque à l'appel? Est-ce qu'il y a une structure qu'il faudra mettre en place ou bien toutes celles qui existent suffisent pour pouvoir aborder les questions? Bon, je pense que les structures, on les crée en fonction des réponses attendues et des urgences. Pour le moment, ce qui existe, si on renforce, on améliore le fonctionnement, elles peuvent répondre. Est-ce que les moyens peuvent venir? Le grand déficit que nous avons, c'est qu'il y a un fossé entre les décideurs et la population à la base. Les gens qui vivent dans les régions de tourbières doivent être encadrés pour qu'ils sachent que... Il ne faut pas dégrader. Cet écosystème, il ne faut pas les dégrader. Mais ils vivent de ça. Alors que ça vous les proposez comme alternative. Pour les forêts, pour n'importe quelle production. Alternative. Et leur effort de conservation, comment se compenser? Donc, il faut des fonds spéciaux qui permettent de soutenir les activités de développement dans ces zones-là pour que les gens ne soient pas dépendants du capital naturel. En tout cas, merci beaucoup, professeur Dieudonné Moussibono. Je vais tenter de lire votre deuxième nom. Eoulanki. Eoulanki, oui. Eoulanki Ayor. Ayor, oui. Voilà, Eoulanki Ayor. C'est quand même un peu comme un coréen, prof. Hein. Ça, c'est les Bandundra. Hein. Oui, c'est les Bambunda. Les Bambunda. C'est des noms magiques, hein. Bon, c'est des noms poétiques. Là, c'est vraiment significatif. Alors, si vous pouvez nous en parler un peu, hein, vous êtes les maîtres. Oui. Eoulanki Ayor. Eoulanki, ça veut dire quel héros. Un Eoul, c'est un héros. Alors, il doit être ton nom, c'est quel héros. Eoulanki, quel héros. Ayor, c'est mon ancêtre. D'ailleurs, moi, on m'appelle Ayor II. Bon, parce qu'il y avait... De la dynastie, parce qu'il y avait Ayor I, qui était un grand chef coutumier, qui a... Évidemment, malheureusement, il n'a pas gouverné pendant longtemps, pendant une dizaine d'années. Il est mort en 1936. Voilà. Vous voyez, prof, donc il n'y a pas que l'écotoxicologie qui est une spécialité, il y a aussi cet attachement à nos racines, hein, cette identité africaine. Oui, mais je vous dis que la culture, c'est l'âme d'un peuple. Un peuple sans culture est un peuple sans âme. Regardez même le développement. Quand les stratégies de développement s'inspirent des bagages culturels locaux, ça va très vite. L'Asie se développe pourquoi? Parce que l'Asie n'a pas fait table rase de sa culture. Elle a été colonisée, mais elle a gardé sa culture. Mais l'Afrique a abandonné sa culture pour emprunter une culture étrangère qu'ils ont d'ailleurs mal assimilée. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des petits-enfants. On nous fait faire n'importe quoi. Tout à fait. Merci beaucoup de votre présence sur ce plateau de Chemin Critique. Nous avons abouti à plusieurs choses qui sont exactes. Il nous faut nous mobiliser davantage. Les questions d'environnement et climatique sont d'actualité et ils ne peuvent pas faire l'objet simplement des slogans. Mais il faut pour ça recruter l'expertise nationale qui existe pour que nous fassions des projets bancables, afin d'abord de capter les ressources qui existent pour que nous soyons éligibles à tous ces moyens, parce que nous en avons besoin. Nous voulons conserver la biodiversité, mais il faut aussi conserver les personnes autour de ces sites que nous avons identifiés. J'ai donc été heureux de recevoir le conseil spécial du président de la République en charge de l'environnement et du développement durable, et j'espère le retrouver en tout cas à une très très prochaine occasion, parce que nous organiserons un débat un peu plus avec beaucoup d'autres professeurs. Nous voulons faire parler les meilleurs d'entre nous, ceux qui ont la connaissance. Le temps est venu, ne vous cachez pas,
vous êtes des professeurs d'université, mais des professeurs sérieux, pas ceux qui achètent des diplômes, ceux qui connaissent et qui font avancer la science. Notre micro, notre plateau est ouvert pour que nous puissions vous en parler. Aujourd'hui, j'étais heureux de recevoir Kelero Eyoulanki. Au revoir, professeur. Au revoir, monsieur. C'est la fin, merci, c'est la fin de ces schémas critiques. Avec le plaisir de vous retrouver une autre fois. Portez-vous bien chez vous et encore une fois, meilleurs vœux pour 2024. Merci pareillement. Merci. Et meilleurs vœux à toute la chaîne. Hein, Merci, à professeur. vos collaborateurs, tout le monde. Que 2024 soit une année de prospérité. Merci.